On va continuer avec ce reportage assez étonnant d'Irène Bénéfice, Julien Absas et de Alice Panouillot. On va aller en Israël, on va aller sur les traces de ces Allemands qui, justement, peut-être pour expier quelque part un crime qu'ils n'ont pas connu, vont là-bas se convertir au judaïsme et épouser des conjoints juifs, etc. Et on va retrouver la petite nièce d'Himmler. Himmler, vous savez, c'était l'un des artisans de la solution finale, et elle l'a exhumé et retrouvé la correspondance qu'il entretenait avec sa femme. On regarde. C'est l'histoire d'un nom trop lourd à porter. À Jérusalem, devant le mur des lamentations, au milieu des Juifs, un homme prie. Il s'appelle Matthias Göring. C'est le petit-neveu d'un des plus célèbres criminels nazis. Hermann Göring, commandant en chef de la Luftwaffe et bras droit d'Hitler. Avoir voulu exterminer ce peuple, rien qu'à voir cette pensée, qui peut s'octroyer un tel droit? C'est terrible, inimaginable. Vivre avec le nom d'un bourreau, c'est aussi le fardeau de Catherine Himmler, la petite nièce d'Heinrich Himmler. Chef de la Waffen-SS, c'est l'un des architectes de la solution finale. Il a mis en place et dirigé les camps de concentration du Troisième Reich. Pour moi, ça a toujours été un poids de porter ce nom. J'ai longtemps voulu le changer, mais un jour j'ai compris que c'était à moi de trouver une façon de vivre avec cette histoire de famille. Que ça ne servirait à rien de changer de nom, puisque le lien de parenté, lui, il reste. Là, c'est mon père. Il est mort pendant la guerre. Lui n'a pas de nom infamant, mais un père, soldat dans la Wehrmacht. Günther a fait table rase de ce passé en s'installant en Israël il y a plus de 40 ans. Comment assumer un tel héritage? Comment vivre avec un nom synonyme de meurtre et de terreur? 70 ans après la fin de la guerre, rencontre avec ces Allemands qui ont encore des comptes à rendre avec le passé. Ce matin, Catherine Himmler fait la tournée des médias. Elle arrive tout juste de Berlin pour présenter son dernier livre, un recueil de lettres envoyé par Heinrich Himmler à sa femme, un témoignage inédit sur l'histoire de sa famille. Ces lettres semblent banales, mais ce n'est qu'en apparence. Dès qu'on regarde de plus près, qu'on lit entre les lignes, on trouve de nombreux indices sur ses opinions extrémistes. Il n'y a pas d'un côté le meurtrier de masse et de l'autre le bon père de famille. C'était un seul homme. Cela fait 7 ans que Catherine, écrivain de métier, enquête sur cet aïeul qui la tourmente. Alors que d'autres dans la famille préfèrent oublier ce passé, elle a ressenti le besoin de s'y plonger et a découvert qu'on ne lui avait pas tout dit. On me le présentait toujours comme le mouton noir, le méchant criminel nazi qui n'avait rien à voir avec le reste de la famille. Bien sûr, ce n'était pas vrai. Et c'est ce que j'ai découvert en faisant des recherches. Pour moi, ça a été ma façon d'assumer cette histoire, de savoir comment je devais me situer par rapport à lui, à mon grand-père aussi, et de comprendre comment ma propre famille avait pu se rendre coupable de tels crimes. Cet héritage, Catherine a choisi de l'assumer avec le recul de l'historienne, comme pour se protéger. Matthias Göring, lui, a établi un lien direct avec les victimes de son grand-oncle. À l'aéroport de Ben Gourion, il vient d'atterrir de Zurich. Ce kinésithérapeute vit en Suisse, mais vient régulièrement en Israël. La première fois, c'était il y a 10 ans. Il a une révélation. Je me suis réveillé un matin, 4 heures le matin, et je savais que je dois venir ici. Et c'est tout. Et j'ai pensé que, à quelle raison moi je dois venir ici? Et j'ai eu comme comme un bois. Tu dois.
Mathias obéit et s'achète un billet pour Jérusalem. Lui, qui est athée, se retrouve immergé dans la culture judaïque, celle-là même que son aïeul a voulu anéantir. Il en apprend les codes, les traditions, à commencer par la kippa. Bonjour. Vous parlez anglais? Oui, un petit peu. J'en veux une, mais je ne sais pas laquelle choisir. Ah, je pense que celle-là, elle vous irait mieux. C'est ce que je pense aussi. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Au fur et à mesure de ses voyages, Mathias se met aussi à étudier la doctrine religieuse juive, la Torah. Il va prier au milieu des juifs orthodoxes et songe même à se convertir. J'ai une sensation forte ici, comme un bien-être. C'est un retour aux sources. Pour moi, ça c'est une partie de moi. Même si je ne suis pas juif. Mathias Göring est né bien après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il n'a jamais connu son grand-oncle, Hermann. Mais porter son nom a très vite été source de souffrance. La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était à l'école, en cours d'histoire. C'est là où j'ai su ce qui s'était passé. Le plus dur avec mon nom, c'était vis-à-vis des autres enfants. Il me mettait à l'écart. Il me disait, tu n'es pas comme nous. On ne veut pas jouer avec toi. Je ne comprenais pas. Je me demandais pourquoi ils disent ça. Je ne peux pas expliquer moi pourquoi les nazis ont fait ça. En Israël, Mathias a fait une découverte. Porter ce nom ici ne suscite pas l'hostilité, mais au contraire la curiosité des victimes de l'Holocauste. Mathias, comment ça va? Tellement heureux de te voir. C'est superbe. Mathias et Ephraim se sont rencontrés il y a 6 ans. Ce juif orthodoxe né en France a perdu ses parents à Auschwitz. Un jour, dans le journal local, il apprend qu'un descendant de Göring est à Jérusalem. Il décide de l'inviter chez lui. Je vois un grand blond qui rentre et qui me dit en hébreu « Béni soit l'Éternel ». Et il avait un grand Magen David, une étoile de David pendue autour du cou, tu te rappelles? Oui, oui. Bon, alors... Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? On a pleuré ensemble. Oui. Oui. C'était fort. Est-ce que vous avez, vous, la sensation de porter aussi le poids de ce passé nazi, d'avoir le sentiment de responsabilité? Responsabilité vis-à-vis du peuple juif, oui. Une responsabilité parce que c'est quand même le peuple des Allemands et en plus une partie de ma famille qui a fait une très grande mal à ce peuple, oui. Mais pas une culpabilité, c'est une grande différence. En hébreu, la démarche de Mathias porte un nom. C'est le tikkun, la réparation, quand les descendants réparent les crimes de leurs ancêtres. Cette réparation, eh bien, je la vois vivante chez Mathias. Même si c'est inconscient. Et c'est ça qui m'émeut beaucoup. En Israël, Mathias a trouvé un sens positif à son nom. Au printemps, il reviendra sur la terre promise, montrer ce pays à son fils de 25 ans, qui porte lui aussi le nom de Göring. Pour exorciser le passé, d'autres Allemands ont fait un choix plus radical encore, l'exil. À 200 km de Jérusalem, sur les bords du lac de Tibériade, un couple s'est installé dans cette vieille maison en bois. Alors, bitte.
Bonjour. Bonjour. Günther Gottschalk a quitté sa Bavière natale il y a plus de 40 ans pour venir vivre ici, dans la ville de Migdal, avec sa femme Gudrun. Son père était soldat de la Wehrmacht. Il est mort à Stalingrad. Dès l'adolescence, Günther a une obsession, couper les ponts avec l'Allemagne et aller vivre parmi les victimes en Israël. Et là, ce sont mes enfants. Pour nous, c'était le Graal que nos enfants deviennent juifs. Je suis né à Rothenburg, en Bavière. C'est vrai, j'y ai grandi. Mais ce que je voulais, c'était faire partie du peuple juif. Mes enfants d'ailleurs ne veulent pas entendre parler de l'Allemagne. Ils disent, nous on n'a rien à voir avec tout ça, on est israéliens, on est nés en Israël. À l'origine pourtant, Günther et Gudrun étaient venus pour 1 an seulement, comme volontaires d'une association. On nous a fait rencontrer des survivants de camps de concentration. On a écouté leur terrible histoire. Bien sûr, ça nous a bouleversés. Et notre dégoût de l'Allemagne n'a fait que se renforcer. Alors, on a décidé de rester ici, en Israël. Ici naîtront leurs 5 enfants, tous devenus juifs orthodoxes, et leurs 32 petits-enfants. Bonjour les enfants. Bonjour. Alors, c'était bien l'école? David, Abigail et les autres connaissent l'histoire de leurs grands-parents, même s'ils n'ont pas franchement d'affinité avec leur pays d'origine. Ça, c'est dans le bateau, quand on est arrivé en Israël. Dans un bateau? Oui, oui, un bateau. C'est toi, grand-mère? Oui, c'est quand on est arrivé avec tout le groupe de volontaires. On était venus pour aider en Israël. Les enfants, vous voudriez qu'on retourne en Allemagne? Non! Günther, maçon de métier, est embauché dans une entreprise de bâtiment. Mais il a une autre idée en tête, le projet de sa vie. Construire une maison de retraite destinée aux survivants de l'Holocauste. Pendant des années, il récolte des fonds pour acheter le terrain et bâtir ses murs. À la fin des années 90, elle ouvre enfin ses portes. À l'intérieur, une vingtaine de pensionnaires, dont Annie, arrivée en Israël à l'âge de 16 ans, après avoir survécu à un camp de concentration. Günther a fait quelque chose de vraiment grand. Il a senti notre détresse. C'est vraiment terrible ce qu'Hitler nous a fait subir. Ce sont vraiment des choses qu'on ne peut pas pardonner. On ne peut pas réparer ce que les Allemands ont fait. Mais moi, je voulais faire quelque chose pour aider ces gens. Pour leur montrer que nous sommes encore humains et qu'on les soutient. En 40 ans, Günther est un peu devenu la star de Migdal. Il a appris l'hébreu. Tout le monde ici connaît cet Allemand venu aider les Juifs et l'a accueilli à bras ouverts. Günther, je te l'ai déjà dit, pour moi tu fais partie des justes, ceux qui ont aidé les Juifs pendant la guerre. Non, non, tu ne peux pas dire ça, c'est beaucoup trop. Mais si, tu es quelqu'un de formidable, de vrai, de sincère. En tout cas, ici je me sens à ma place, et depuis longtemps. Tu as raison, et je sens bien que tu es ému. Loin de la Bavière, Günther s'est trouvé une nouvelle famille, ici en Israël. Pour les générations suivantes, le travail de mémoire continue. Marlène a 19 ans. Elle est venue passer 1 an à Jérusalem pour une mission bénévole à Yad Vashem, le mémorial national de l'Holocauste.
Ici, la jeune Allemande traduit des documents et numérise des archives, comme ces lettres retrouvées dans le camp de Theresienstadt. Cette lettre est écrite par un homme. Il explique que son fils de 6 ans, Paul, est malade et il demande aux autorités de ne pas être déporté dans un autre camp. Ça n'est pas facile de se plonger dans ces archives tous les jours. Quand je m'imagine la situation dans laquelle cette lettre a été écrite, on y sent beaucoup de désespoir. Il essaie d'échapper à son sort. Je me demande ce qu'il est devenu, lui et sa famille. Autour de Marlène, ils sont une quinzaine de volontaires, étudiants en histoire pour la plupart. Malgré leur jeune âge, ils se sentent encore responsables des crimes commis par leurs aînés. C'est notre devoir de nous en souvenir, nous, la troisième génération, c'est clair. De savoir que nos grands-parents ont tué d'autres gens. Le besoin d'affronter le passé de leur famille, sans honte ni culpabilité, pour ne pas oublier d'où ils viennent. Voilà pour ce reportage signé Irène Bénéfice, Julien Absa et Alice Panouillot.